Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alexis Bombardier, avocat sur le Grande G4, je suis avec mes collègues. Bonjour à tous, bienvenue à ce Speed Condo. Donc, Francesca Lasorta, je suis également avocate chez De Grand Junior. Alors, la formation d'aujourd'hui, vous êtes en grand nombre et ça continue de monter de ce que je comprends. Alors, on est très content que vous soyez là pour discuter de sinistre en copropriété. Euh, c'est cliché de dire que c'est un sujet qui fait couler de l'encre, ça continue de le faire, mais c'est toujours aussi vrai. Ceci étant dit, comme vous l'avez vu, évidemment, dans nos communications, jugement important qui a été obtenu il y a quelques semaines en matière de sinistre en copropriété au Québec. L'objectif de la formation aujourd'hui du petit speed condo, c'est de faire peut-être un petit tour d'horizon rapide, de comprendre le cadre juridique dans lequel le jugement s'inscrit, ensuite parler du jugement et des suites à ce jugement-là. Qu'est-ce qu'on va faire à titre de professionnel du droit, à titre d'administrateur, de copropriétaire, suivant la réception de ce jugement-là, de quelle manière on peut adapter nos comportements pour évidemment améliorer la situation parce qu'ultimement, c'est l'objectif qui nous habite tous concernant la gestion de sinistres en copropriété. Alors, je vais débuter en vous faisant un petit tour d'horizon rapide de la structure juridique. Évidemment, ceux qui sont là aujourd'hui, la plupart, vous connaissez déjà cette structure juridique-là, mais je vais quand même prendre le soin d'en faire un certain rappel. Alors, première des choses, le syndicat, évidemment, est l'organe qui va assurer autant les parties communes que les parties privatives. Donc, l'article 1073 du Code civil du Québec prévoit cette répartition qui est un peu l'exception, c'est-à-dire que le syndicat va s'occuper de l'administration puis de l'entretien des parties communes, à l'exception de l'intérêt assurable qu'il a dans les parties privatives, et encore une fois, une autre exception, à l'exception des améliorations apportées par les copropriétaires. Le copropriétaire, lui, de son côté, améliore les améliorations et sa responsabilité civile. Donc, ça, c'est le cadre général. Une fois qu'on s'est dit ça, lorsqu'un sinistre survient, le syndicat, évidemment, va être assuré. Pour les sinistres, assurés pour partie privative, partie commune, c'est un sinistre qui survient. Et qui dit assurance dit franchise d'assurance. Donc, on prend l'exemple, puis on va suivre cet exemple-là pour la suite de mon petit récapitulatif. Là. Euh, on a un sinistre de 50 000. Le syndicat a une franchise de 25 000, ce qui veut dire que le syndicat a l'obligation actuellement de veiller à l'exécution des travaux, même si c'est dans les parties privatives. Donc, survient un dégât d'eau, par exemple, puis on en parlera, un siège bidet qui coule, le syndicat doit être le premier sur place, voir à la réparation. On vous parlera des meilleures étapes par la suite, vers la fin à suivre, mais va faire exécuter les travaux de reconstruction. Ça nous coûte 50 000. La franchise est 25 000, ce qui veut dire que l'assureur du syndicat va payer 25 000 et le syndicat de copropriété va lui assumer 25 000. Le principe général, selon 1074.2, c'est que c'est la collectivité qui va assumer l'entièreté des frais. À l'exception, et c'est là que l'article, le fameux article 1074.2 va entrer en compte, à l'exception de la faute ou des présomptions qui sont prévues à l'article en question. Donc, ça, c'est un peu notre cadre juridique qui nous habite et le jugement qui a été obtenu il y a quelques semaines va traiter de la question de 1074.2 qui est cruciale. Alors, quand je vous parle de cette situation-là, où est-ce qu'on a le sinistre, il y a la franchise qui est applicable de 25 000, la question qui se pose et que tout le monde se pose depuis 7-8 ans, est-ce que le syndicat peut aller recouvrir l'argent du copropriétaire dont l'unité a été affectée en premier, donc est originaire de la cause? C'est ça la question à savoir. Est-ce que le siège bidet, le propriétaire doit payer? Exactement. Puis en fait, peut-être également un petit complément d'information par rapport, parce que c'est une des questions qu'on se fait souvent poser. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion de nous poser des questions à la toute fin. Mais une des questions qu'on se fait souvent poser, c'est, ben, par exemple, ça, qu'est-ce qui arrive si on a 52 000 de dommages et qu'on a une franchise à 50 000? Est-ce qu'on a une obligation de contacter l'assureur et de faire une réclamation? Parce que il faut distinguer le fait de faire une réclamation et le fait de déclarer le sinistre. La dénonciation de la Exactement. réclamation. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. En fait, pour s'assurer que on a l'obligation de dénoncer. Et l'avocat, peu importe l'avocat que vous allez contacter, il y a une obligation de dénoncer. Ça, on s'en sort pas. Par contre, vous avez l'opportunité ou le choix à titre d'administrateur de dire, ben, est-ce qu'on fait une réclamation? Parce que dans certains syndicats, on dit, ben, là, on est à notre 4, 5e sinistre. Et là, si on déclare un sinistre pour finalement être compensé de 2 000 parce que vous comprenez que s'il y a 52 000 de dommages et vous avez une franchise à 50 000, l'assureur va assumer un 2 000 et vous allez assumer 50 000 au niveau là, de votre franchise d'assurance. Donc, souvent, la question va se poser,
Et souvent, avec votre courtier, vous allez pouvoir faire l'exercice de dire, ben, est-ce que ça vaut la peine qu'on fasse une réclamation? Et c'est quoi les conséquences de ne pas faire une réclamation? C'est, en fait, vous n'allez pas pouvoir récupérer le 2000 excédentaire. Donc, la seule chose que vous allez pouvoir récupérer de la part du copropriétaire, eh bien, c'est le 50 000 Donc, le 2 000 entre guillemets, ça va être une perte pour le syndicat parce que ce que l'article dit, c'est que si vous êtes couvert, vous ne pouvez pas le réclamer si vous avez l'opportunité d'obtenir ce montant-là de la part de votre assureur. Donc, ici, c'est là, en fait, qu'il faut faire attention parce que souvent, on voit certains syndicats qui décident de ne pas faire de réclamation. Ils ont une franchise, par exemple, à 10 000 il y a des dommages de 30 000 et ils disent, ben nous, on ne fera pas une réclamation, on va aller chercher l'ensemble du montant au copropriétaire. Et faites bien attention parce que vous ne pourrez pas aller chercher le 30 000 au complet. Donc, ça, c'est ma petite explication là, parce que c'est une des questions qu'on se fait souvent poser. Et là, la fameuse question qui nous occupe ou qui va occuper là, ce speed condo, c'est de savoir au niveau de la faute. Et je vais laisser peut-être même Bombardier là, parler au niveau là, de 1074.2, surtout l'historique, parce que vous comprendrez qu'on a eu droit à quelques changements là, au cours des 7 dernières années maintenant. Ben, effectivement. Puis on revient dans notre cas de figure. Donc, on a la situation où est-ce qu'il y a un sinistre, on a une franchise de 25 000, les travaux ont été faits par le syndicat, on va aller chercher l'argent du copropriétaire qu'on dit être fautif. Alors, c'est l'article 1074.2 qui vient nous donner une réponse. Et quand je dis l'article 1074.2, mettons-nous en contexte, avant l'existence de cet article-là qui a été adopté en 2018, on était dans une situation où c'était la déclaration de propriété qui était applicable. Donc, on était dans une situation contractuelle où la réponse se trouvait à savoir est-ce que la personne est responsable dans la déclaration. En 2018, survient cet article 1074.2 où on vient dire c'est la collectivité qui doit payer l'entièreté de ces frais-là de la franchise de 25 000. On garde toujours le cas de figure, à l'exception du copropriétaire fautif. Mais encore faut-il faire la preuve de cette faute-là. Et ça a été ça la problématique pendant les premières années de la mouture de 1074.2, adoptée en 2018, jusqu'à temps qu'en 2020, le législateur dise ben, finalement, ce serait peut-être nécessaire qu'on retourne faire certaines modifications pour améliorer la situation. Parce que vous le savez, vous êtes là aujourd'hui parce que vous avez tous vécu de proche ou de loin ce cas de figure-là où vous vous retrouvez collectivement payer 25 000 pour des dommages qui ont été causés par le bien de votre voisin. Et l'article 1074.2 en 2020 est modifié pour faire certains ajouts. Et ces ajouts-là, malheureusement, n'ont pas eu l'effet escompté. Essentiellement, ce qu'on vient faire, c'est ajouter à l'article 1074.2 la phrase suivante qui dit tenu de réparer, le syndicat peut obtenir du propriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute. Donc, ça, c'était en 2018. En 2020, on rajoute, dans les cas privés au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'il a sous sa garde. Alors, on dit dans les cas prévus au présent code. Ce qu'on vient dire en 2020, on vient faire un ajout des régimes de responsabilité, essentiellement du fait du bien, puis c'est celle de la faute d'autrui. Donc, tout ce qui est 1457 à 1470, mais je ne veux pas vous ennuyer avec une panoplie d'articles. Essentiellement, ce qu'on vient faire, c'est ajouter des présomptions. Donc, des présomptions qui vont, on souhaite, en 2020, vont venir aider les syndicats à recouvrir des sommes d'argent. Par exemple, si on fait la preuve que c'est originaire, le sinistre est originaire d'un bien qui appartient à un copropriétaire, il y a, dans le Code civil du Québec, une présomption qui s'applique où on vient dire, par exemple, pas par exemple, à 1465, c'est ce qui est dit, le gardien d'un bien tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il ne prouve n'avoir commis aucune faute. Donc, on renverse le fardeau de preuve et on vient le mettre théoriquement sur les épaules du copropriétaire dès que la preuve est faite que le sinistre vient de chez lui. Tout ce que je vous dis là, c'est extrêmement théorique. Et dans les faits, en 2020 et par les années qui suivent, malheureusement, autant les tribunaux que les assureurs, la plupart qui vont faire la contestation à la cour évidemment, de réclamation de sinistre des syndicats, ben, vont interpréter ce que je viens de vous dire là de deux façons. Alors, première des choses, les articles que je viens de vous nommer, surtout celui pour le fait du bien, ben, l'obligation, la preuve que le copropriétaire a à faire pour prouver qu'il a respecté, qu'il a bien tenu son bien est très, très simple. Alors, seule preuve qu'il a à faire, c'est de dire, ben, moi, mon obligation d'entretien, elle n'est pas préventive. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, ben, moi, j'ai pas vu, en fait, J'ai pas vu de goutte d'eau. c'est la théorie de la goutte d'eau. Donc, je n'ai pas vu de problématique à un de mes biens, donc je n'avais rien à faire, donc je n'ai fait aucune faute. Donc, ça a été la position qui a été adoptée par les tribunaux jusqu'à l'affaire Saran. Et autre chose, autre position qui était adoptée,
de 2018 jusqu'à aujourd'hui, et je pense qu'on va voir une modification de cette interprétation-là dans les années à venir, mais c'était l'alinéa 2 de 1074.2 qui était un peu la révolution, parce que comme je vous dis, avant 2018, c'est la déclaration qui s'applique, c'est le document qu'il faut consulter, et là, ensuite, les tribunaux, après 2018, les alinéas 2, qui nous dit est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa. Alors, tout d'un coup, la déclaration n'est plus applicable. On parle uniquement des articles du Code civil du Québec. Les obligations contenues à la déclaration n'ont plus de pertinence dans le cadre de sinistre et de recouvrement de sommes. On ne l'applique pas de cette manière-là. Puis évidemment, ça crée une problématique. On se retrouve dans une situation de 2018 où essentiellement, ça donne un petit peu l'illusion que peu importe ce que les propriétaires font, ils n'auront pas à payer dans leur unité. Peu importe ce qu'ils font dans leur unité, ils n'auront pas à payer pour le sinistre qu'ils pourraient avoir causé. Parce que le fardeau de preuve pour le syndicat, même s'il y a présomption ou non, est tellement difficile à soulever que dans tous les cas, ça va être la collectivité qui va l'assumer. Et là arrive Le fameux le jugement fameux jugement. que vous avez sûrement reçu là, un communiqué de notre part, en fait. Donc, cette affaire là, que je vais appeler là, l'affaire Saram, donc, c'est un jugement qui a été rendu en février 2005 et c'est un sinistre qui s'est produit en 2019. Donc, on était sous la première mouture de l'article 1074.2. Rapidement au niveau des faits, en fait, c'est un siège bidet qu'on retrouve dans plusieurs là, tours à condos qui sont quand même problématiques et qu'on voit. Le siège bidet était défectueux et donc, ça a causé, là, l'eau a coulé et ça a causé pour des centaines de milliers de dollars de dommages. Dans le cadre de ce dossier-là, le syndicat avait une franchise de 100 000 et donc, les dommages étaient au-dessus du 100 000 pour la réfection de 8 unités en raison là, du bidet là, qui était défectueux. Et en fait, ce que le syndicat venait de dire ici dans ce dossier en particulier, ben, il y avait plusieurs choses ou plusieurs manquements. Premièrement, le copropriétaire n'avait pas remis ses clés au syndicat de copropriété. La plupart de vos déclarations le prévoient et c'est hyper important. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de demander et, en guillemets, achaler vos copropriétaires pour faire respecter la déclaration de copropriété. Parce que ici, il y avait une mention que les clés devaient être remises au syndicat et ça n'a pas été fait. Il y a eu une mention qui a été faite par le syndicat, mais par la suite, le syndicat, il n'y a pas eu de suivi forcément pour les clés. Donc, il n'y avait pas de remise de clés, il n'y avait pas d'assurance. Autre problématique, le copropriétaire n'était pas assuré au moment du sinistre et donc, c'était encore une fois une contravention à la déclaration de copropriété. Et l'autre faute que le syndicat alléguait, c'était au niveau d'une faute d'entretien. Et c'est là à notre avis, tout change pour les syndicats de copropriété et qu'on vient vraiment établir, ben, c'est quoi la faute et c'est quoi l'intensité de l'obligation du copropriétaire au niveau de l'entretien qui doit être fait. Donc, au niveau de l'entretien qui doit être fait, la Cour est venue dire, ben, vous savez, lorsque on a une clause qui vient dire que vous devez entretenir vos biens, et c'est là qu'on revient à la théorie de la goutte, c'est pas d'espérer de voir une goutte d'eau. C'est un entretien qui est préventif. C'est pas simplement de passer, voir vos biens, de dire, ah, ben, il n'y a pas d'eau en dessous de mon lavabo, tout doit être beau. Non, il doit y avoir un geste quand même positif qui doit être fait et vous devez faire les vérifications visuelles appropriées, surtout dans le cas si, par exemple, vous n'êtes pas toujours là, c'est pas une unité que vous habitez constamment. Mais l'autre chose que la Cour vient dire, c'est de dire, ben, faut faire attention, lorsqu'on est en copropriété, il y a d'autres gens qui habitent avec nous. C'est pas juste nous dans notre maison et que si jamais il y a un sinistre qu'on est la seule personne affectée, ça va être nous. Dans le cadre de tours de condos ou d'immeubles, peu importe que ça soit des 3, 4, 5, 6 unités, ben vous affectez les autres copropriétaires. D'où l'importance qui est encore plus élevée de faire attention, de faire une prévention. Et je vais y revenir par rapport à ça au niveau de la prévention parce que il y a aussi une précision qui, à notre avis, doit être faite pour les syndicats de copropriété dans la déclaration de copropriété parce que souvent, les copropriétaires sont venus dire à la Cour dans les différents jugements, ben, c'est pas clair vraiment ce qu'on doit faire comme entretien. Puis c'est là, à la fin, on va venir vous dire, ben, qu'est-ce que vous devez faire, puis comment on peut appliquer ou qu'on peut encadrer nos copropriétaires face à cet entretien-là. Et l'autre chose que la Cour est venue dire, en fait, qui est hyper important, et ça revient avec la mention là, des clauses de l'article 1074.2 et la ligne 2 au niveau des clauses réputées non écrites, la Cour est venue dire, attention, au niveau de l'article qui prévoit que le copropriétaire est tenu responsable des dommages causés aux autres propriétaires, ben, c'est applicable. La déclaration est applicable. 1074.2 n'est pas venu écarter la responsabilité contractuelle. Il faut comprendre qu'en copropriété, on est dans un cadre contractuel.
Donc, la déclaration continue de s'appliquer parce qu'il y a plusieurs jugements qui viennent dire que ces articles-là ne sont pas applicables. Et la Cour est venue dire, attention, non, la déclaration, elle est applicable. L'autre chose, en fait, que la Cour vient mentionner, et c'est là, à titre d'administrateur, que vous devez être hyper vigilant, c'est le syndicat a été tenu en partie responsable parce qu'il n'y a pas eu les suivis appropriés, je dirais, là, qui ont été faits. Donc, ici, en fait, le syndicat avait demandé la clé, avait demandé l'assureur et l'assurance du copropriétaire. Et ce que la Cour est venue dire, c'est que ben, le syndicat aurait dû faire encore plus de suivi, aurait dû encore plus faire de demandes, parce que dans ces cas-ci, ça aurait pu prévenir possiblement au niveau du sinistre. Est-ce que ça l'aurait empêché le sinistre? Non. Parce que, bon, la clé, c'est quoi la raison d'avoir la clé? Ben, c'est d'une intervention qui est plus rapide. Maintenant, c'est quoi la raison d'avoir l'assurance du copropriétaire? Ben, c'est au niveau d'une indemnisation. Est-ce que le syndicat aurait pu être indemnisé plus rapidement ou aurait pu être indemnisé sans avoir besoin de passer par un processus judiciaire? Peut-être. Mais encore faut-il, la Cour est venue dire que le syndicat a une responsabilité. C'est pour ça qu'il y a eu un partage de fautes par le tribunal. Donc, la réclamation du syndicat, c'est de dire, ben, nous, on veut récupérer 100 000 et la Cour est venue dire, ben, il y a un 50 qui est attribuable à la faute du syndicat parce que les suivis appropriés n'ont pas été faits. Alors, ce jugement-là, on a un jugement qui vient effectivement donner raison au syndicat en partie à cet événement, une faute contributive quand même qui est attribuée au syndicat. Donc, on fait un partage 50-50, 50 000 aux copropriétaires qui ne s'étaient pas assurés, n'avaient pas transmis de clé et n'avaient pas assuré son obligation d'entretien préventif, qui est je pense, un nouveau terme auquel va falloir qu'on s'habitue, l'obligation préventive de notre partie privative, qui est aujourd'hui une obligation importante qu'il faut que vous connaissiez. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce jugement-là? Ce qu'on vient de vous dire, on vient de vous donner un paquet d'informations. Essentiellement, on était dans un régime où il fallait prouver une faute, où la déclaration de propriété n'était pas applicable et où l'obligation d'entretien était assez faible, disons-le. Ce qu'il faut retenir de ce jugement-là, la déclaration de propriété en matière de sinistre est applicable et l'obligation d'entretien en est une obligation préventive. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la prochaine étape? Moi, je suis membre du conseil d'administration. Je dis, OK, parfait, maître Lasserson, maître Bombardier, je comprends ce que vous me dites, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire de plus? Alors, voici ce que vous pouvez faire de plus. La Cour, ce qu'elle vient nous dire, puis je vous donne le paragraphe 94 du jugement Saran, vient nous dire, on parle de la question de l'obligation d'entretien préventif, puis on se pose la question, comme Mme Lasserson mentionnait, elle se dit, bon, OK, ça va préventif, mais concrètement, c'est quoi les actes que je dois poser? Et la Cour nous émet une réflexion qui est la suivante. À quelle fréquence une telle obligation d'entretien préventif devrait-elle se faire? Ce sera une question d'appréciation, dépendant de la nature de l'amélioration en question et des mesures entreprises par le copropriétaire. Une détermination qui se fera au cas par cas. Alors, on vient ouvrir la porte contractuellement, et c'est la même chose aussi dans le jugement 650 Marcel Lorrain, où on a ouvert la porte, qui est un peu moins grande à l'époque. Elle est encore plus, en fait, elle est complètement ouverte aujourd'hui, à ce qui est appelé dans le jugement 650 Marcel Lorrain la contractualisation. Essentiellement, venir prévoir des clauses de cas où est-ce qu'il y aurait une faute si un propriétaire ne fait pas un acte ou fait un acte par rapport à un sinistre. Et c'est ce qu'on vous propose. Et c'est l'objet même de la présentation aujourd'hui, c'est de vous dire, vous, membres du conseil d'administration, gestionnaire, c'est le temps de vous munir de clauses de règlement qui viennent encadrer cette obligation d'entretien préventif-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, par exemple, et là, la Cour nous en fait une mention par rapport à la fréquence de l'entretien, c'est prévoir une clause qui viendrait nous dire ce qui suit. Le copropriétaire doit, par exemple, de manière périodique, allons-y avec une période annuelle, sans être un conseil en bonne et due forme, mais comme exemple de règlement, euh, inspection annuelle par un plombier de chacun de vos éléments de tuyauterie et d'alimentation de chauffage. Donc, ça pourrait être un règlement qui est inscrit. Et un copropriétaire qui ne le ferait pas serait en défaut contractuel de sa déclaration. Et conséquemment, si jamais un sinistre arrivait, évidemment, la preuve et la facilité de recouvrement des frais pour le syndicat serait avantagée. Donc, c'est un peu le message, je pense, qu'on veut vous transmettre de ce jugement-là. Autre élément également qui peut être intéressant d'ajouter à votre déclaration si vous ne l'avez pas déjà, c'est de prévoir évidemment qu'un propriétaire est responsable du fait de son locataire. Si jamais, parce que ça, malheureusement, on en voit beaucoup. Euh,
Plusieurs des déclarations l'ont déjà, mais c'est des pistes de réflexion qu'on vous donne. Même chose, si jamais c'est pas le cas, ben, prévoir dans vos règlements, dans votre déclaration que le locataire doit s'assurer et doit transmettre au copropriétaire et au syndicat une preuve d'assurabilité de son unité. Donc, c'est le type de règlement qui viennent créer des obligations contractuelles qui, si elles ne sont pas respectées, vont en venir à une faute qui, elle, va vous permettre de recouvrir des sommes d'argent. Puis au niveau de l'inspection, on parle de l'inspection par un plombier qui est hyper important, là, à notre avis, parce que ça vient en fait de dire ben, au moins une fois par année, il y a quelqu'un, un spécialiste, qui va venir voir et inspecter et dire ben, attention, par exemple, les fameux speedway, tuyaux flexibles. Ben, s'il y a une dégradation, le plombier va pouvoir dire ben, voici, vous devez changer, vous devez faire ça. Donc, déjà, en ayant un professionnel qui vient au moins une fois par année faire les vérifications, on vient possiblement prévenir certains sinistres. L'autre point, c'est de dire aussi aux copropriétaires, ben, attends pas une fois par année pour inspecter visuellement les éléments de plomberie. Ça ne prend pas 3 heures de temps pour faire ça, mais c'est de dire aux copropriétaires, ben, à chaque mois, faites un tour de votre unité, faites les vérifications visuelles, assurez-vous que, par exemple, les tuyaux sont en bon état, puis que si jamais vous voyez quelque chose, ben, vous devez aviser le conseil et surtout demander à un professionnel de venir faire les inspections qui sont requises. Parce que d'inspecter visuellement quelque chose, ben, c'est quelque chose qu'on peut faire couramment. Tu sais, juste par exemple, si on prend notre véhicule, ben, sans vraiment le faire de façon méthodique, ben, on s'assure, par exemple, que les pneus sont gonflés. On arrive vers notre auto, on regarde, OK, bon, c'est bon, les pneus sont gonflés. On fait quand même des vérifications. Mais on doit avoir le même réflexe dans notre unité privative. On peut pas juste dire, ben, espérer, par exemple, on revient à la goutte d'eau, d'espérer que quelque chose coule. Il faut faire les inspections visuelles et possiblement, ça peut prévenir des sinistres. Est-ce que c'est la formule où on va empêcher toutes les sinistres en copropriété? Non, mais du moins, au moins, ça va permettre aussi de dire aux propriétaires, ben, si vous ne le faites pas, ben, vous allez être responsable parce que contractuellement, c'est une faute. Et comme la Cour le mentionne, je pense que c'est une phrase qui est importante à retenir. Collectivisation ne se rimer avec banalisation. Donc, c'est pas parce qu'on a une collectivité qui assume, selon 1074.2, de manière première les sinistres et les frais, qu'il faut être manquer de diligence relativement à notre inspection, qui nécessairement est plus grande en copropriété quand on vit collé sur nos voisins. Donc, c'est un peu le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. On avait mentionné, évidemment, quand on vous transmet un avis pour vous présenter à ces speed condos-là, on vous transmet certains points de forme. Et il y en avait un de ces points de forme-là, je pense, auquel on n'a pas répondu directement, c'est la question de la responsabilité des copropriétaires face au sinistre. Vous nous écoutez aujourd'hui, là, vous êtes copropriétaire. Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, vous, pour être plus prudent, puis essentiellement, pour la plupart des déclarations, les respecter? Parce qu'évidemment, elles ne sont pas tous pareilles, mais ça reprend ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est l'obligation de transmettre vos clés, le faire immédiatement, vous assurer, vous, pour votre responsabilité civile, le faire avec votre locataire, ça vous revient à vous comme obligation de vérifier que votre locataire l'est, de transmettre une copie complète de la déclaration de copropriété également à votre locataire, qui normalement va prévoir également que votre locataire doit s'assurer, de faire venir un professionnel de temps à autre, de manière périodique, pour faire vérifier votre unité. Je comprends que c'est des sommes de plus. Mais franchement, au bout de la ligne, entre par exemple, un 500 aux 5 ans et un 50 000, je pense que le calcul est assez simple. Donc, c'est peu dire, là. Ce que je vous donne là, c'est quelques petits conseils, mais je pense que c'est important de vous fier à votre déclaration puis au règlement de l'immeuble. Alors, dernière chose, c'était comment gérer un sinistre efficace. Évidemment, on ne va pas prétendre, moi et Francesca, qu'on est des experts en gestion de sinistre en tant que tel, mais ce qu'on veut vous donner, c'est des outils, peut-être plus au niveau juridique, là, pour vous aider. En fait, nous, la façon qu'on le voit, c'est parce que lorsqu'on reçoit des clients qui nous disent, ben voici, il est arrivé un sinistre, et là, maintenant, on veut réclamer au propriétaire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que notre dossier, bien, en fait, il est bien monté et qu'on ait les meilleures chances possibles de pouvoir récupérer ces sommes-là? Parce qu'au bout du compte, les copropriétaires, il n'y a personne qui est content de payer quand il y a un sinistre, on s'entend. Et donc, à titre de propriétaire, vous êtes assuré pour votre responsabilité civile. Ça arrive des accidents. C'est possible que le siège bidet était défectueux et que ça a coulé. Lorsque le syndicat envoie une lettre de mise en demeure, une lettre en responsabilité au copropriétaire, c'est pas personnel au copropriétaire. Tu sais, souvent, à moins qu'il y ait eu de la négligence ou quoi que ce soit, mais c'est de dire, ben, vous êtes assuré et votre assureur devrait prendre en charge cette portion-là parce que c'est la raison d'être d'une assurance de responsabilité civile. Donc,
qu'est-ce qu'on doit faire pour gérer efficacement un sinistre? Bien, la première des choses, c'est d'assurer de collecter la preuve nécessaire. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un chauffe-eau qui brise, bien, de conserver le chauffe-eau, de conserver la pièce qui est problématique et d'assurer que tout le monde a l'opportunité d'aller voir et de s'assurer. Parce que souvent, ce que les assureurs des propriétaires vont nous dire, ben, OK, donc le chauffe-eau est défectueux, nous, on veut le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut faire une expertise. Et lorsqu'on n'a plus la pièce qui est défectueuse ou on n'a plus la raison d'être du sinistre, ben, ça peut être problématique légalement au niveau là, au niveau de la preuve qu'on doit démontrer. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, assurez-vous de collecter de la preuve, assurez-vous de prendre des photos, des vidéos, et également, lorsque le plombier vient sur place ou tout autre professionnel, mais assurez-vous qu'il y a un rapport qui est rédigé pour déterminer c'est quoi la cause du sinistre. Parce que bien souvent, malheureusement, ce que nous, on voit, c'est une facture d'un plombier avec 3 mots qui dit Speedway brisé. C'est pas suffisant. Lorsqu'on arrive, par exemple, dans un dossier 3-4 ans plus tard, Speedway brisé, ça veut rien dire. Donc, c'est d'avoir quelque chose qui est plus détaillé, au moins que le plombier vienne, parce que dans le cas de Saran, le plombier a été mentionné comme étant un expert. Le plombier a fait un rapport et ça a été considéré comme une expertise. Donc, ici, en fait, on veut, c'est de vous assurer que le plombier rédige convenablement, pas besoin d'un rapport de 46 pages, là, mais d'au moins d'avoir qu'est-ce qu'il a constaté quand il est arrivé sur les lieux, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a fait, et c'est quoi la source de façon détaillée. Et s'il peut avoir des photos en plus de joints, ben ça, c'est super pour ce qui est de pouvoir collecter au niveau, là, d'après, pour le copropriétaire. Donc, ensuite, l'autre chose qui est important, ben, c'est avant toute chose, avant de commencer des travaux ou quoi que ce soit, envoyer une lettre de mise en responsabilité au copropriétaire pour lui laisser l'occasion de venir faire les constats sur les lieux. Donc, de dire au propriétaire, voici, il est arrivé un sinistre, voici, nous, on considère que tu es responsable, maintenant, déclare-le à ton assurance, viens faire les vérifications nécessaires, au moins de lui laisser la chance, avant de commencer les travaux, puis avant de détruire tout, là, de lui laisser la chance quand même de venir faire là, les constats pour que par la suite, il ne puisse pas nous dire, ben moi, de mon côté, j'ai pas eu l'occasion de voir, je prétends que les dommages, c'est pas ça qui aurait dû être, les travaux, c'est beaucoup trop cher, donc au moins, vous lui laissez l'occasion. Par contre, c'est pas un message de vous dire, c'est lorsqu'il arrive un sinistre, vous devez prendre les mesures d'urgence nécessaires. Là. Pas besoin d'envoyer la lettre pendant que le sinistre se passe. Là. C'est juste assurez-vous que les étapes par la suite de reconstruction, ben, que vous ayez envoyé une lettre de responsabilité. C'est lorsque vous avez, par exemple, un expert, par exemple, j'ai stigmatique en tête, mais tout expert pour la décontamination, l'assèchement, vous pouvez faire venir et ensuite vous pouvez envoyer votre lettre. Il n'y a pas de problématique. Mais lorsqu'on parle de reconstruction, assurez-vous d'envoyer une mise en responsabilité. Et là, par la suite, vous devez faire les travaux. Le syndicat a l'obligation de faire les travaux. N'attendez pas trop longtemps avant de faire les travaux parce qu'on ne veut pas non plus que le syndicat se fasse dire qu'il a été négligent là, par rapport aux travaux. Et ça se peut que ça arrive des délais, mais assurez-vous de remplir vos obligations là, de façon là, efficace. Et par rapport à ça, l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que vous avez l'obligation, à titre de syndicat, d'effectuer les travaux chez les copropriétaires, mais les propriétaires ont l'obligation de vous donner l'accès de leur domicile. Et ça également, ça peut être une problématique. Donc, oui, le copropriétaire doit permettre l'accès, mais également, il doit vous permettre de faire assez longtemps les travaux pour qu'elles soient efficaces, parce que à la fin de la journée, c'est au copropriétaire que ça va bénéficier. Là. Exact. Et là, je vois qu'il est bientôt 16h30 ou il est 16h30. Il est 16h30, bon, très bien. J'imagine qu'il va y avoir plusieurs questions. Puis peut-être le mot qu'on veut conscientiser, ben, c'est de la prévention. Il faut agir et il faut que les copropriétaires comprennent que c'est important de prévenir les sinistres et c'est la seule façon d'essayer de réduire les sinistres, c'est en s'assurant que chacun de nos copropriétaires est au courant qu'il doit faire les vérifications et du moins de prévenir, là, si on peut éviter 1 ou 2 sinistres par année, ce serait déjà là, une bonne chose.